Les Juifs libéraux commencent-ils à se rendre compte que leurs alliés de gauche ne s'intéressent plus vraiment à eux? C'est la question que de nombreux démocrates juifs doivent se poser alors qu'ils réfléchissent à la situation. Leurs partenaires ont non seulement banalisé les antisémites, comme les membres du groupe parlementaire de gauche, mais ont aussi fait cause commune avec un nazi, tatoué, violent envers les femmes, critique d'Israël. Graham Plattner comme candidat au Sénat dans le Maine, et il se pourrait bien qu'il fasse de même avec Abdul El-Sayed dans le Michigan. Des coopératives de Brooklyn qui boycottent Israël à leur obsession de diaboliser l'AIPAC, les démocrates et la gauche politique disent aux Juifs qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais leurs fidèles électeurs juifs leur resteront-ils tout de même fidèles? Ensuite, dans Think Twice, nous discutons de cela et de bien d'autres sujets concernant l'effondrement de la raison dans la politique, les médias et la culture avec la chroniqueuse et podcasteuse Carol Markovits. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Dans un monde plus sain, Graham Platter serait un exemple de la façon dont une personne tordue et riche n'a pas sa place dans la politique traditionnelle. Mais en 2026, Platter n'est pas seulement un excentrique avec beaucoup de squelettes dans son placard qui a réussi à gagner une primaire dans un petit État. C'est l'homme sur lequel le Parti démocrate national, ainsi que de nombreux donateurs et électeurs, comptent pour leur faire remporter le contrôle du Sénat cette année. Et des gens normaux qui considéreraient autrement une telle personne comme la preuve de la dégénérescence du Parti républicain s'il était leur candidat, ne se contentent pas simplement de rationaliser leur soutien pour lui. Ils l'ont adopté avec enthousiasme parce que, dans un monde où la politique joue désormais le rôle que la religion jouait autrefois dans la vie des gens, tout est permis si cela leur permet de battre Donald Trump. Et partout, cela inclut abuser des femmes, tenir des propos antisémites sur Israël et, bien sûr, avoir un tatouage nazi. Pourtant, Plattner n'est que l'exemple le plus marquant de la façon dont la politique américaine et les médias qui la couvrent sont devenus tordus. Cela implique non seulement la banalisation de l'antisémitisme dans notre discours, mais aussi la volonté de certains Juifs, qui devraient être effrayés par tout cela et par ce que cela signifie pour eux, de l'ignorer à cause de leurs propres obsessions partisanes qui entrent en conflit avec leur propre sécurité. En politique, dans les médias et dans la culture, la folie gauchiste, égalée par certaines des folies antisémites de la droite, est devenue la norme. Pour en discuter, nous avons la chance de retrouver cette semaine l'un des observateurs les plus brillants de la politique, des médias et de la culture. Carol Markovits est chroniqueuse pour le New York Post et Fox News et co-auteure du livre Stolen Youth. Elle anime le Carol Markovits Show et co-anime Normally, 2 podcasts sur iHeartRadio. Carol est née en Union soviétique et a grandi à Brooklyn. Elle vit maintenant dans le sud de la Floride avec son mari et ses 3 enfants. Carol Markovits, bienvenue à nouveau dans Think Twice. Bonjour Jonathan, ravi d'être ici. Bonjour Carol, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais je voudrais commencer par te demander ce qui se passe dans la ville que tu aimes, mais que tu as quittée. C'est pareil pour moi. Beaucoup de gens en dehors de New York préfèrent minimiser l'importance de Zohran Mamdani, ce qu'il fait, parce qu'ils pensent que New York est en Amérique et que ça n'a pas d'importance s'il essaye de raviver le socialisme, le communisme là-bas, et que de toute façon, ça ne marchera jamais. Oui. Mais quel impact pensez-vous que la banalisation par Zohran Mamdani de la folie économique ainsi que de l'antisémitisme a sur la culture américaine en faisant cela dans la ville qui reste la plus grande d'Amérique et, dans une certaine mesure, toujours la capitale des médias? Je pense que les mauvaises idées sont contagieuses. Donc, l'idée que nous devrions simplement ignorer Zohran Mamdani est absurde. D'abord, ce ne sont pas seulement ses politiques économiques, ce n'est pas seulement, vous savez, sa complaisance envers la haine des Juifs. Il y a beaucoup d'autres choses à propos de lui que je pense, vous savez, la façon dont il se présente, c'est comme s'il était ce gars joyeux. Comment ne pas aimer ce gars toujours souriant? Ses partisans disent « Tu aimes que les Knicks gagnent? C'est le socialisme qui a permis ça. » Mais au-delà de ça, d'accord, c'est une blague, évidemment. Mais au-delà de ça, ils disent des choses comme « Regarde, la criminalité a baissé à New York. C'était le socialisme. » Maintenant, nous savons bien sûr que ce n'était pas le cas.
Nous savons que c'était grâce à la police en gardant le même chef de police exceptionnel en place. Aussi, le fait qu'il n'est maire que depuis, vous savez, seulement quelques mois. Aussi, le fait que nous sortons des années COVID qui ont connu, vous savez, des taux de criminalité très élevés. Tout cela, vous savez, ça semble un peu pour changer ce qui se passe à New York. Et il s'attribue le mérite de choses avec lesquelles il n'a rien à voir. D'autres États pensent que ce ne serait peut-être pas si mal d'élire leurs propres socialistes. Merci d'avoir écouté Pensez-y à deux fois. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. En plus de Pensez-y à deux fois, Jonathan Tobin propose un podcast quotidien où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les questions majeures actuelles. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS où que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est juste. Et bien sûr, nous parlerons un peu plus tard de l'avenir du Parti démocrate et de sa dérive ou désormais de sa course vers la gauche. Mais concentrons-nous sur un sujet, une histoire que je sais que vous suiviez parce que vous connaissez très bien Brooklyn, ayant vécu là-bas une grande partie de votre vie. Donc, l'histoire de la coopérative alimentaire de Park Slope est quelque chose que vous avez suivi. Mais encore une fois, leur boycott, leur vote pour boycotter les produits israéliens, n'est-il qu'un exemple de la façon dont les extrémistes ont tendance à dominer dans les enclaves urbaines très progressistes? Ou bien cela nous dit-il quelque chose sur la façon dont les Juifs de gauche sont confrontés à l'incitation antisémite, même dans les endroits où ils se sentaient le plus à l'aise, et ne réagissent pas vraiment de manière cohérente? C'est les deux. Je pense que dans les endroits très progressistes, ce sont évidemment les voix les plus fortes qui domineront, et ces voix fortes sont toujours associées à des politiques vraiment très à gauche. J'ai vécu à Park Slope avant notre déménagement. Je viens d'encore plus loin dans Brooklyn, ce que j'appelle affectueusement le vrai Brooklyn. Mais j'y ai vécu, nous avons vécu à Park Slope pendant plusieurs années avant de partir finalement. Et c'était un endroit complètement fou où vivre. C'était un lieu où, durant la pandémie et les émeutes liées à George Floyd, des pancartes « Réduire les financements de la police » étaient affichées sur des maisons en grès brun valant 4 millions de dollars. Et c'était le genre d'endroit qui repoussait toujours les limites. Il faisait manifester des enfants contre le changement climatique. Il faisait manifester des enfants contre diverses causes. Et si tu disais ou faisais quoi que ce soit qui sortait du rang, si tu n'étais pas assez aligné avec l'extrême gauche, tu recevais de vives critiques. Quand je dis ça, je ne parle pas de moi car je suis conservatrice. Ils faisaient ça à leur propre camp. Les gauchistes imposaient le langage et les positions à leurs propres libéraux, aux libéraux qui sont généralement dans la même équipe qu'eux. Ils ont réussi à leur faire suivre cette ligne de conduite parfaitement. Ils ont réussi, par exemple, à leur faire arrêter de défendre l'ouverture des écoles pendant le COVID parce que c'est devenu une position de droite, même si tous ces gens envoyaient quand même leurs enfants à l'école. Peut-être que leurs enfants allaient dans une école privée, vivaient à leur maison de plage, envoyaient leurs enfants à l'école sur place ou formaient un groupe d'apprentissage. Ils ont trouvé une solution pour leurs enfants, mais n'avaient pas le droit de dire que les écoles devaient ouvrir pour tous. À ce moment, je me dis, voilà donc l'équité pour laquelle vous manifestiez cet été. Voilà à quoi ressemble l'équité, où seuls certains enfants peuvent aller à l'école, et seulement s'ils sont riches. Et ce qui finit par se passer, c'est que la gauche fait taire ceux qui sont un peu moins à gauche, les libéraux, et finit par les faire rentrer dans le rang. Actuellement, certaines personnes s'opposent à la coopérative alimentaire de Park Slope. Vous savez, boycotter Ramon Maislin, c'est un activiste en ligne qui a été actif à argumenter, à se battre et à dire « Vous savez, je suis un habitant de Park Slope et il est libéral et il dit que c'est inacceptable. » Mais en général, les Juifs libéraux sont restés très discrets sur ce que fait la gauche et il ne semble pas qu'ils vont s'exprimer de sitôt. Je vais vous dire, et peut-être qu'on en a déjà parlé, mais nous avons quitté notre synagogue en 2019 à Park Slope parce que c'était une rabbine activiste qui n'arrivait pas à trouver les mots. Pour parler des Juifs régulièrement agressés dans les rues de Brooklyn, car évidemment, les agresseurs ne portaient pas de chapeau rouge, ce n'étaient pas du tout les personnes
personnes contre qui elle espérait se lever. Quand les antisémites n'étaient pas ceux qu'elle désignait, elle est restée silencieuse des années sur de telles attaques. Finalement, on a décidé de partir. Ouais. Eh bien, je pense que, tu sais, la dynamique là-bas, c'est un peu comme si tu connais l'histoire. C'est comme le Front populaire, pas d'ennemis à gauche. Oui, Je pense que c'est toujours valable. Et honnêtement, dans une certaine mesure, tu sais, ben, il y a des gens à droite qui jouent le même jeu, pas d'ennemis à droite. On en parlera plus tard. Mais je pense que la peur d'être en décalage avec la mode libérale du moment est très puissante. Et je pense que c'est particulièrement puissant pour les Juifs libéraux pour qui vraiment c'est leur religion. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur qu'ils ont faite de faire de cela leur religion parce que maintenant leur religion ne veut plus rien avoir à faire avec eux et ils se retrouvent avec une religion qui a été complètement politisée. C'est devenu un mouvement politique bien plus qu'une religion. ouais. Et je pense que la façon. Ce genre d'antisémitisme, d'antisionisme qui est de l'antisémitisme est non seulement devenu normalisé, mais c'est devenu l'orthodoxie. Certainement dans les bastions très progressistes. Et ça se répand dans tout le pays. Vous savez, c'est fascinant pour moi. Vous savez, un autre district de New York où Dan Goldman, que vous connaissez, est le seul démocrate juif encore, le seul démocrate juif à représenter New York à la Chambre et qui est un libéral orthodoxe. Il a été l'avocat lors d'une procédure de destitution de Trump et il continue de se présenter avec ce passé douteux et, vous savez, ses références ne pourraient pas être plus impeccables si vous êtes un démocrate libéral. Son seul défaut pour la gauche, c'est qu'il n'est pas anti-Israël. Il n'est pas vraiment aussi ardemment pro-Israël, même si sa femme l'est peut-être un peu plus. Mais il est actuellement à la traîne dans les sondages de sa primaire avec 30 points de retard sur Brad Lander, un juif antisioniste. Et c'est une dynamique fascinante, n'est-ce pas? Et je dirais que Brad Lander, jusqu'à très récemment, il ne se serait pas considéré comme un juif antisioniste. Il aurait dit qu'il est sioniste jusqu'à ce que la gauche lui dise que ce n'est plus acceptable de le dire. Et s'il veut faire partie de leur cercle et il veut désespérément en faire partie, cette idée que l'on peut se débarrasser du sionisme ou d'Israël et devenir le genre de juif qu'ils accepteraient et aimeraient, ça ne marche jamais vraiment. Ça ne marche jamais de dire qu'on est antisioniste ou qu'on se fiche d'Israël ou de tout ça, anti-AIPAC. AIPAC est devenu le croque-mitaine de la gauche. Et même pour les membres de la droite, cette organisation complètement centriste, ce PAC que j'ai toujours vu comme assez libéral, est devenu inacceptable. Oui. Et c'est justifié parce que leur croyance dans le bipartisme était au cœur de l'organisation. Bipartisme, solution à 2 États. La solution à 2 États était une position très à gauche. Et maintenant, c'est une position inacceptable. Il y a quelques années, Alexandria Ocasio-Cortez a dû revenir sur la solution à 2 États qu'elle soutenait car c'était la position des libéraux à l'époque. Puis elle a réalisé qu'on n'était plus fait pour ça. Donc, je ne sais pas. Brad Lander ne reçoit aucune critique parce qu'il est très protégé par les médias libéraux et les gauchistes de son parti. Mais je ne pense pas qu'il serait capable de répondre à ce qu'il croit vraiment. Je ne pense pas qu'il ait la moindre conviction. Je pense que c'est un homme totalement dépourvu de conviction et qu'il fera tout ce qu'il faut pour obtenir du pouvoir et faire partie de l'équipe. Ouais, je pense, vous savez, je ne veux pas faire de prédictions parce que je n'en fais pas. J'ai assez d'expérience dans ce métier pour savoir que c'est une chose stupide à faire. Mais quand je vois Brad Lander en train de harceler Dan Goldman, ce que je me dis, c'est que dans 2 ou 4 ans, ce sera ton tour. Ce sera son tour. Je pense qu'on pourrait parier là-dessus. Ce ne sera peut-être pas dans 2 à 4 ans, ce sera peut-être dans 5 ou 10 ans, mais ce sera son tour un jour ou l'autre. Il ne pourra pas suivre le rythme. Je veux dire, AOC et, vous savez, Bernie Sanders voient leur discours interrompu parce qu'ils ne sont pas assez anti-Israël. Ils attaquent même les leurs, créant un cercle vicieux où chacun se tire dessus.
C'est pourquoi j'ai toujours été à l'aise d'être une conservatrice assumée, même dans le Brooklyn très démocrate, car je ne fais pas partie de votre groupe et je n'ai pas besoin de dire ce que vous attendez. Nous n'avons pas à les craindre, n'est-ce pas? Pas du tout. Et c'est très libérateur. Et je dis toujours à mes amis juifs un peu à gauche, vous pouvez simplement vous éloigner de tout ça. Vous n'êtes pas obligé de participer. C'est votre participation qui vous rend si effrayé. Et une fois que vous ne participez plus, c'est très libérateur. Ouais. Et maintenant, si on élargit un peu notre perspective, je pense que le meilleur exemple actuel de la normalisation, non seulement de l'antisémitisme, mais aussi de toutes sortes de mauvais comportements au nom du sectarisme politique, c'est Graham Platter. Qu'est-ce que cela dit des démocrates aujourd'hui? Non seulement qu'ils tolèrent tout cela à contre-cœur, mais qu'ils l'acceptent pleinement. Je vais vous donner une anecdote. J'étais à New York la semaine dernière. J'étais en fait à Carnegie Hall, assis dans le café, à m'occuper de mes affaires, et deux dames plutôt aisées, probablement juives, mais je ne leur ai pas posé la question. Elles ne portaient certainement pas, vous savez, de pendentifs Chahi ou d'étoiles de David, mais elles parlaient très fort de comment Graham Platter n'est pas un si mauvais type. Et je me disais, pourquoi est-ce que j'écoute ça? Mais c'est comme, oui, il est vraiment, vous savez, il était jeune et maintenant, ça va. Je pense qu'on devrait vraiment essayer de l'apprécier. Et après tout, on a vraiment besoin de ce siège. Donc Graham Platter est devenu, je pense, non seulement une histoire fascinante sur la façon dont, vous savez, un comportement fou et inapproprié peut être accepté, mais aussi sur la façon dont toute la culture du Parti démocrate et toute la culture libérale qui l'entoure, vous savez, a en quelque sorte décliné. Où sont les organisations juives dans tout cela? Où sont celles qui soutiennent les démocrates depuis 100 ans pour dire « Non, là c'est notre limite ». Quand on me dit que cela arrive aussi à droite, je peux vous assurer que je ne soutiendrai jamais quelqu'un avec un tatouage nazi. Et là, vous vous dites « Quoi? Ouais. Pensez-vous vraiment que nous sommes pareils? » Non, nous ne le sommes pas. Oui, il y aura des antisémites à droite, évidemment. Je dis toujours que l'antisémitisme peut exister partout. Par exemple, en Floride, je me sens très à l'aise en tant que juive, même s'il peut y avoir des antisémites. C'est la réaction des non-juifs que vous attendez. Et la réaction de Graham Platter a été « Eh bien, nous avons besoin du siège ». Et le fait que les juifs vont devoir faire la queue pour ce type et qu'ils vont devoir le soutenir. Je dis ça, mais vous savez, ce ne sera pas la dernière fois qu'ils soutiendront quelqu'un ayant des liens avec les nazis et ils doivent vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Toutes ces organisations juives que j'ai toujours jugées inutiles n'ont jamais été aussi inutiles qu'aujourd'hui. Leur silence absolu et leur timidité face à cela sont tellement disqualifiants. Et juste l'idée qu'ils n'ont rien à dire sur ce type, c'est pathétique. Je ressens simplement de la pitié pour eux. Oui, et bien sûr, cela s'applique aussi aux groupes de femmes et, vous savez, aux journalistes. Oui, c'est le cas. Oui, Vous savez, Noob, l'un des journalistes du New York Times, qui, vous savez, était l'un des principaux, l'un des fers de lance du mouvement MeToo il y a seulement quelques années et maintenant à la télévision. En gros, ils le défendent et attaquent, vous savez, l'une des personnes qui l'ont dénoncé comme un agresseur de femmes. Oui, je veux dire, Jonathan, ils ont besoin du siège parce que Susan Collins, l'extrême droitière, doit être arrêtée. Et c'est révoltant. C'est vraiment révoltant qu'ils soient prêts à ignorer tout cela pour arrêter, vous savez, le membre le plus modéré du Sénat, la personne qui est la moins, vous savez, conservatrice. au Sénat, un républicain trumpisé dans ce Sénat. C'est avec ce genre de personnes qu'ils vont foncer un gars avec un tatouage nazi et un passé douteux. Et l'autre chose, c'est qu'on est en juin. Nous n'avons même pas encore effleuré les histoires sur Graham Platter. Si c'est ce qui sort en juin, imagine ce qui arrive en octobre. Ouais. Et tu sais, c'est fascinant. Je veux dire, ce sera un test fascinant. Le Maine a sa propre politique, comme chaque État, tu sais, a sa propre culture politique. Et tu sais, Collins est resté au Sénat là-bas pour une raison. C'est leur genre de candidate. C'est pourquoi les républicains, tu sais, les républicains de droite ailleurs n'ont pas essayé de soutenir un adversaire lors des primaires contre elle, et ils ont raison, parce que ce ne serait pas, tu sais, une bonne idée. Mais tu sais, ce sera un cas test intéressant pour voir combien d'argent les démocrates nationaux, sont prêts à investir en lui et si cela fonctionnera réellement.
Oui, et encore une fois, l'idée que des donateurs juifs vont être sollicités pour le financer et qu'ils vont le faire parce que c'est leur camp, oui. Je ne pense pas que tu trouveras cette corrélation à droite. Je ne pense pas que tu vas trouver des candidats d'extrême droite antisémites avec des tatouages nazis qui utilisent l'AIPAC comme une insulte et qui sont soutenus par des donateurs juifs conservateurs. Ça n'existera tout simplement pas. Ouais, eh bien, c'est une grande différence. Maintenant, en laissant Pluton de côté, je pense qu'une question plus large est, penses-tu qu'il y a encore de la place pour des politiciens pro-Israël dans le Parti démocrate? Je veux dire, nous avons une autre course sénatoriale intéressante lors de la primaire du Michigan, où il y a un candidat ouvertement anti-Israël et antisémite, Abdul Saïd, qui se présente contre une autre candidate de gauche, Mallory McMorrow, qui n'est tout simplement pas aussi extrême. Anti-Israël, mais tu sais, certainement anti-Israël, et une démocrate modérée pro-Israël, Haley Stevens, qui en fait, tu sais, n'est pas contre l'AIPAC. Mais tu penses que Haley Stevens peut l'emporter? C'est un peu un pile ou face intéressant pour savoir comment cette course va se dérouler. Mais penses-tu que quelqu'un qui n'est pas un détracteur d'Israël ait la moindre chance d'être, tu sais, le candidat démocrate à la présidentielle en 2028? Pas dans un avenir proche. Et je pense que cela va vraiment être révélateur pour les Juifs de gauche quant à leur place. Et j'espère qu'ils finiront par se réveiller et suivront ce signe. Je ne peux pas imaginer le prochain candidat démocrate à la présidence dire quoi que ce soit de positif sur Israël ou encourager cette relation d'une quelconque manière. Et ce qui est drôle, c'est que peu importe à quel point les gens disent que la droite a les mêmes problèmes, je peux parier dès maintenant que J.D. Vance ne va pas se présenter comme un républicain anti-Israël. Et il est probablement, vous savez, considéré, on ne sait pas, tout cela, ce sont des rumeurs et des informations de seconde main, mais il est considéré comme un peu l'anti-Israël dans cette pièce, non? Ce n'est pas comme Pete Heck. Except est moins enthousiaste. Il n'est certainement pas aussi enthousiaste à ce sujet. Oui. Et pourtant, je peux en quelque sorte l'imaginer se présenter comme un républicain assez traditionnel, avec des positions assez consensuelles chez les républicains sur Israël. Et regarde, est-ce que c'est devenu un sujet moins populaire à droite comme ça l'est à gauche? Bien sûr, mais ce n'est pas du tout au même niveau de haine et de virulence, et c'est juste de l'opportunisme politique, non? Tu as mentionné le Michigan. Je ne vois pas vraiment de républicains ou de démocrates pro-Israël, je suppose. Se présenter dans le Michigan, ça semble exagéré à ce stade parce qu'ils doivent désormais s'adresser à une circonscription musulmane de plus en plus importante là-bas et ils doivent dire ce qu'il faut pour gagner. Donc, c'est devenu une question de démographie, mais aussi à gauche, c'est devenu une question de savoir qui est aux commandes. Et pour eux, c'est clairement leur aile gauche qui a pris le contrôle du parti. Ce n'est plus la base ou la marge. Ils sont le parti maintenant. Oui, je pense que c'est vrai. Et je pense que vous soulevez quelques points très importants. Premièrement, l'immigration fait partie de l'histoire. L'importation massive de personnes dans ce pays qui viennent de pays antisémites. C'est vrai. Cela a eu un réel impact. Cela a eu un réel impact à New York, c'est certain. Oui. Et cela a eu un impact, vous savez, de façon plus large. Cela a certainement un impact sur la politique du Michigan, mais vous savez, ça se propage. Et c'est ça, j'essayais d'ajouter à cela, que c'est justement ce point-là. Quand je critique les Juifs progressistes, une partie de ma critique, ce n'est pas forcément sur des questions juives. C'est une question de conservateurs contre progressistes. Beaucoup de leurs causes et positions progressistes leur portent déjà préjudice, surtout l'immigration, qui est prioritaire. Moi-même, immigrée et réfugiée, je ne suis pas contre l'immigration. Mais ce que nous avons eu à la frontière pendant les années Biden, c'est la fin du projet progressiste qu'ils soutiennent tant. On ne peut pas avoir le genre de progressisme qu'ils veulent et en même temps une frontière ouverte. Leurs idées n'ont aucun sens. Et c'est vraiment ce que je leur dis toujours, c'est que vous devez avoir un certain instinct de préservation. Ces idées que vous avez, d'abord, elles n'ont pas fonctionné. Elles n'ont aidé personne. Mais ensuite, il faut quand même penser un peu à soi avant de penser aux autres ou aux groupes, etc. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est quelque chose de très difficile à faire pour les Juifs libéraux parce que, vous savez, ils n'adorent pas seulement la justice sociale, qui est en fait leur code pour la politique progressiste. Mais vous savez, ce sont des universalistes.
Vous savez, ils pensent que l'idée de défendre son propre peuple, vous voyez, il y a à la fois l'universalisme et le particularisme dans le judaïsme, mais pour eux, c'est complètement déséquilibré. L'équilibre a totalement disparu. Complètement. Oui. Ils ne se sentent pas à l'aise. Je veux dire, j'ai entendu, vous savez, même un exemple classique de cela, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Mais vous savez, Jason Alexander, qui est un acteur juif et célèbre pour Seinfeld, et qui est très juif dans le sens où, vous savez, il fait des choses pour de vraies organisations juives. Il ne cache pas son judaïsme, mais il a parlé de combien il était mal à l'aise à l'idée de défendre, vous savez, les enfants juifs qui étaient, vous savez, retenus en otage par le Hamas. Parce qu'il y avait aussi, vous savez, il ne voulait pas mettre en avant uniquement les enfants juifs par opposition aux enfants arabes qui pourraient souffrir. Je veux dire, c'est fou. C'est fou parce que les Juifs progressistes s'attendaient à ce que leurs alliés progressistes se tiennent à leur côté. Mais ensuite, quand ce n'était pas le cas, ils n'ont toujours pas eu ce réflexe d'instinct de survie en se disant « D'accord, nous sommes seuls maintenant, nous devons nous débrouiller nous-mêmes ». Ils n'y arrivaient toujours pas. Et c'est ce raisonnement que je ne comprends tout simplement pas. D'accord, je comprends que tu penses que tes amis sont avec toi et puis soudain tu regardes autour de toi et tu te retrouves seul. Mais comment fais-tu alors pour ne pas te défendre? Comment fais-tu alors pour ne pas te lever et faire ce que tu dois faire pour survivre? Oui, c'est absolument vrai. Et c'est, tu sais, c'est tragique et d'une certaine manière politiquement insensé. Maintenant, comme tu l'as déjà dit, il y a un contraste fort avec les républicains sur ces questions, malgré le bruit des podcasteurs antisémites. Les élus du Parti républicain restent presque unanimement pro-Israël, et surtout maintenant avec la défaite de Thomas Massie. Mais étant donné les sondages parmi les jeunes et les jeunes républicains ainsi que les jeunes démocrates, es-tu confiant que cela va rester ainsi? Confiant? En quelque sorte. Je pense qu'à mesure que ces jeunes électeurs vieillissent, ils deviendront plus intelligents et leurs opinions vont s'affiner un peu. Et ils ne seront plus aussi influençables par ce qu'ils entendent sur Internet ou par les vidéos courtes ou les TikTok sur lesquels ils tombent. Je pense que cela marquera un changement. Mais est-ce que je pense que les organisations pro-Israël en général ont bien communiqué ou fait un bon travail de plaidoyer? Non, je ne le pense pas. Et il n'y a vraiment aucune organisation juive conservatrice qui fait ce genre de choses. Il existe certes des organisations juives conservatrices, mais aucune ne fait de sensibilisation ou de communication. Je pense vraiment que nous sommes en retard à ce sujet. L'idée que les jeunes se retournent contre nous est peut-être vraie, mais ce sont des jeunes. Ils sont malléables, ils peuvent changer d'avis, et c'est comme ça que nous devrions le voir. Nous devrions voir cela comme une opportunité d'avoir des conversations et de mieux réussir à avoir ces conversations. Je pense aussi que ce qui me tue vraiment, c'est que très souvent, et ce n'est pas seulement les parents juifs, mais les parents en général ont tellement de mal à parler de leurs valeurs à leurs enfants. Ça me dépasse. Bethany Mandel et moi étions venus dans votre émission après avoir écrit « Jeunesse volée ». De nombreux parents nous ont dit « J'ai perdu mon enfant, elle est devenue presque communiste à l'université ». J'entends aussi cela chez des parents juifs « Mes enfants sont anti-Israël ». Je leur demande alors « En avez-vous parlé à la maison? Par exemple, avez-vous eu des conversations sur pourquoi Israël est important, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour le monde occidental et tout ça? » Et ils répondent « Non, je n'en ai pas parlé. » Et je leur dis « Eh bien, je ne veux pas dire que vous avez raté quelque chose, mais c'est là que tout commence. Ça commence chez vous, là où vous avez des conversations avec vos enfants et où vous transmettez un message. Et c'est ça qui met les gens mal à l'aise. Ils ne veulent pas endoctriner leurs enfants. D'accord. Dans ce cas, ils sont endoctrinés sur TikTok. Vous déléguez toujours leurs problèmes et informations. Vous déléguez complètement la formation de leurs opinions, la construction de ces opinions quand ils sont adolescents. Tu dis, laisse quelqu'un d'autre le faire. Et je dis tout le temps à mes enfants, mon opinion est la bonne. Tu sais, et eux, tu sais, ils rient de ça. Mais c'est comme ça que je veux qu'ils le voient. Ce n'est pas comme si j'arrivais à cette opinion sans raison. Voici tout mon contexte. Voici les informations. Voici ce que je veux que tu saches et comprennes. Et l'autre chose, c'est que tu dois être capable d'avoir des enfants qui peuvent te contredire. Je veux que mes enfants sachent argumenter avec moi. S'ils ne peuvent pas, alors je gagne, et c'est mon opinion qui règne dans leur foyer. Mais il est déjà arrivé que mes enfants gagnent des débats politiques contre moi. Je pense que les parents ne devraient pas craindre de débattre avec leurs enfants et d'affirmer leurs convictions familiales. Ouais.
Eh bien, je pense que c'est une question fondamentale qui, tu sais, va au-delà de la politique du moment. C'est à propos, tu sais, en quelque sorte de l'échec de la parentalité et de la façon dont on externalise, tu sais, l'éducation, pas seulement aux écoles qui sont dominées par des idéologues, Oui, mais aussi aux réseaux sociaux qui sont, tu sais, omniprésents dans leur vie. À moins que tu ne les aies, tu sais, en quelque sorte isolés du reste du monde, ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire, n'est-ce pas? Ou ne feront pas. oui, c'est exactement ça. C'est la mer dans laquelle ils nagent. Et si tu ne les armes pas, Apprends-leur à nager. c'est ça. Et beaucoup trop, surtout les juifs libéraux, sont terribles à ce sujet. Et c'est pour ça qu'ils perdent leurs enfants. Sur l'avortement, par exemple, ils savent très bien le faire. Ils sont comme, Voici ce que nous croyons ici sur l'avortement. Pourquoi ne fais-tu pas pareil pour Israël? Pourquoi ne pas dire ce que nous croyons ici sur Israël? Je ne crois pas qu'il y ait de distinction ici. Selon eux, mon opinion sur l'avortement est la bonne et tu devrais la partager. Tu peux agir ainsi sur d'autres sujets aussi et tu devrais le faire. oui, absolument. Avant de quitter les républicains, je voudrais revenir un instant sur Vance, J.D. Vance, qui, tu sais, a une histoire fascinante. Et, tu sais, il est toujours clairement le favori. Sa cote est montée cette semaine, évidemment, avec l'accord sur l'Iran, dont nous allons parler ensuite, dont je veux parler ensuite. Mais la question pour moi n'est pas de savoir s'il va dire, tu sais, des choses pro-Israël plutôt classiques quand il se présentera à la présidence. Il l'a déjà fait en 2020 avant. Je veux dire, il est allé à le Quincy Institute, qui est un terrible groupe de réflexion anti-Israël, et il a prononcé un discours très pro-Israël, un très bon discours pro-Israël, sur le fait qu'Israël est l'allié idéal, tu sais, de l'Amérique MAGA. Mais pour moi, la question le concernant, c'est est-ce qu'il va continuer à être pote avec Tucker Carlson? Est-ce qu'il va continuer à rester neutre comme il l'a fait l'année dernière à la conférence Turning Point, neutre sur la question de l'antisémitisme de Carlson? C'est la question intéressante à son sujet pour moi. Je pense que beaucoup de choses se sont passées depuis la conférence Turning Point de l'année dernière. Oui, Ça fait 6 mois. Oui, 6 mois, c'est ça, oui. je me demande si c'est toujours pareil maintenant. Je veux dire, pendant qu'on enregistre ça, il est aujourd'hui sur le plateau de Megyn Kelly. Donc, cela signifie-t-il qu'il participera à l'émission de Tucker Carlson? Est-ce qu'il va le faire? Il fait la promotion de son livre, donc passer chez Tucker Carlson est logique, mais va-t-il vraiment le faire? Je pense qu'il réfléchit beaucoup plus maintenant à savoir si le soutien de Tucker et l'affiliation de Tucker avec lui sont une bonne ou une mauvaise chose. Et écoute, peut-être qu'une amitié avec Tucker n'est pas disqualifiante au sein du Parti républicain, même si je n'en suis pas si sûre. Je pense que ça devrait l'être, oui. Ou je ne sais pas si ça ne le sera pas forcément, mais ça va certainement faire une grande différence lors de l'élection générale. Je pense que J.D. Vance est du genre à anticiper plusieurs coups à l'avance. Donc, si on le voit aller dans l'émission de Tucker et juste, vous savez, tout d'abord, je pense que ça voudra dire qu'il s'inquiète de sa position dans une future primaire républicaine parce que sinon, ça n'aurait aucun sens pour lui d'aller dans cette émission. Mais cela signifiera aussi qu'il partage ses convictions. Et ce sera le signe révélateur à ce moment-là. J'ai tendance à accorder un peu plus de bienveillance à J.D. Vance que beaucoup de conservateurs juifs, simplement parce que je pense que beaucoup de ce qu'on entend sur lui est très indirect. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas la juive qui soutient un candidat avec un tatouage nazi, et je le dis aussi au sens métaphorique. Si je vois directement de la part de J.D. Vance, vous savez, un comportement ou un langage que je trouve inacceptable ou qui dépasse les limites, ce sera fini pour lui, j'en aurai terminé avec lui immédiatement, mais je n'ai pas encore vu cela. Et je pense qu'il est important que les Juifs conservateurs réalisent que beaucoup des histoires que nous entendons sur ce que pense Vance ou sur la vision du monde de Vance ne viennent pas de Vance. Oui, eh bien, il a été très stratégique à ce sujet. Et aussi, il n'est pas en politique depuis très longtemps. Je veux dire, c'était seulement en 2021, il était juste un gars qui se présentait au Sénat dans l'Ohio, simplement dans une course très disputée. Et c'est drôle. À l'époque, il était déjà super. Je me disais à ce moment-là, J.D. Vance, sans hésiter. Je l'avoue complètement, j'étais très enthousiaste à son sujet et j'étais même enthousiaste à l'idée que Trump le mette sur le ticket présidentiel. Parce que je pensais que ses idées sur le fait de tendre la main à la classe ouvrière, de penser différemment sur tant de sujets, une sorte de point de vue conservateur national, avaient vraiment du sens. Oui,
Nous ne sommes pas des pigeons. Nous n'allons pas rester là juste parce que, vous savez, si les choses changent, nos opinions changeront. Oui, mais je dois admettre qu'une fois qu'il est allé à Turning Point et qu'il a dit qu'il n'allait pas juger entre, vous savez, ce que Ben Shapiro dit sur l'antisémitisme et ce que Tucker dit, c'est là que j'ai dit « c'est terminé pour J.D. Vance ». Est-ce qu'on peut me reconquérir? Peut-être, mais je n'y crois pas trop. Mais ce que je dirais encore, c'est qu'à l'époque, Tucker était très subtil sur certaines choses pendant très longtemps. Même mes amis juifs ne comprenaient pas pourquoi j'avais tourné le dos à Tucker. Ils me demandaient ce qu'il avait dit et je n'arrivais pas à résumer clairement ses propos. Ce n'était pas comme Nick Fuentes. Vous voyez, c'était plutôt vague. C'était juste le fait qu'il parlait d'Israël à chaque émission. Ce n'était pas des choses directes. Et je pense que depuis, Tucker est devenu beaucoup plus direct. Je crois que son commentaire sur le Shabbat montre qu'il ne parle plus seulement d'Israël, mais désormais du judaïsme et de la religion. Je pense que l'apparition de son frère sur les réseaux sociaux, c'est comme si son frère disait les choses que Tucker aimerait pouvoir dire. Et je pense que beaucoup de gens le voient. Tout cela, je pense que les 6 derniers mois ont changé la façon dont les gens perçoivent Tucker. Mais malgré tout, je dirais que je rencontre encore des personnes qui sont pro-Israël ou même juives ou sympathisantes de la cause juive ou dans ce genre-là. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Tucker. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils ne connaissent toujours pas vraiment les détails. Et ça, vous savez, c'est aussi le cas des conservateurs juifs. Je pense depuis longtemps qu'il devrait y avoir un projet pour expliquer les liens entre ce que Tucker dit, parce que c'est encore assez vague. Ouais. Eh bien, je pense que en tant que quelqu'un qui a compris assez tôt ce que Tucker faisait, comme j'aimais le dire quand il était sur Fox News de 20 à 21 heures, c'était la seule heure sur Fox News où le mot Israël n'était jamais prononcé parce que c'était un sujet sur lequel il ne pouvait tout simplement pas aller. Et une fois qu'il est parti et qu'il a fait sa propre émission, alors il n'y avait plus de limite. Mais en fait, c'est une assez bonne transition. Je veux maintenant aborder ce qui est évidemment la plus grande actualité de la semaine, la fin de la guerre contre l'Iran par Trump, avec un accord dont les termes n'ont pas été révélés, mais qui nous pousse beaucoup à le comparer à ce qu'a fait Barack Obama. Que penses-tu de la raison pour laquelle Trump a choisi de finalement céder sur une question dans laquelle il avait déjà investi autant de capital politique, capital qu'il ne pourra, à mon avis, vraiment regagner aussi tard dans l'année? Et que penses-tu que cela révèle, non seulement sur l'alliance avec Israël, mais aussi sur l'avenir du Parti républicain, tu sais, avec Vance qui semble, encore une fois, agir davantage en coulisses. Vance semble avoir dominé l'entourage de Trump, du moins pour l'instant, face au secrétaire d'État Marco Rubio. Je suis encore un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore vu les termes de l'accord. C'est drôle parce que ce n'est pas que j'ai confiance en Trump. Je n'ai jamais vraiment été une grande partisane de Trump. Je n'ai voté pour lui qu'une fois, la dernière. Mais je dois dire que cette dernière fois où j'ai voté pour lui, je suis devenue, vous savez, du genre à ramper sur des tessons de verre pour voter pour ce type à cause des années Biden. Et je pense que ce n'est pas tellement que je fais confiance à Trump pour, vous savez, faire quelque chose, faire le truc pro-Israël, pas du tout. C'est que je pense qu'il ne se laissera pas manipuler, qu'il ne se fera pas avoir. Je comprends que le sentiment actuel, c'est qu'il se fait manipuler. Et je n'arrive tout simplement pas à imaginer que ce soit le résultat. Donc, j'attends de voir. Ce n'est pas ça. J'ai l'impression que les gens se divisent en pro-Trump et anti-Trump et qu'ils font ça sur chaque sujet. Moi, ce n'est pas du tout ça pour moi. C'est vraiment ça. Je me suis déjà trompée auparavant et j'ai déjà commenté des choses qui n'étaient pas complètement réalisées ou qui n'étaient pas encore faites. Et je ne le vois tout simplement pas arracher la défaite des griffes de la victoire ici. Donc, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Il pourrait conclure un accord maintenant que l'Iran pourrait violer la semaine suivante et tout recommencerait. On verra bien, je dois attendre de voir ce qui va se passer. Oui, eh bien, je pense que c'est une position raisonnable. Je pense que l'arrêt de la guerre après, comme je l'ai dit, avoir investi autant de capital politique et obtenu autant de succès militaires. Et vous savez, en gros, l'Iran n'abandonne rien de ce qu'il faisait avant, vous savez, le début de la guerre. Et il écarte tout simplement l'idée de mettre la pression sur ce régime pour qu'il tombe.
Et je pense que c'est, vous savez, et en liant les mains, vous savez, en entravant Israël et le Liban, je pense qu'il y a beaucoup de choses ici, même sans connaître tous les détails, qui donnent clairement l'impression qu'il se défausse simplement sur quelque chose pour lequel il n'a pas la patience. Je veux dire, c'est un article que j'ai écrit plus tôt cette semaine. Ce n'est pas quelqu'un qui, vous savez, c'est quelqu'un qui aime la gratification immédiate. C'est sûr, il aime les victoires rapides. Il n'a pas la patience pour une guerre longue, vous savez, dans laquelle il devrait utiliser un blocus très efficace pour affamer les Iraniens. Et il ne veut pas payer le prix politique, parce que, vous savez, ce n'est pas un gars qui aime s'en tenir à des principes, même s'il n'aime pas les mauvais accords. Il n'aime pas les mauvais accords et il ne... Ouais, c'est ça. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. C'est ce que je dis, oui, jusqu'à maintenant. Mais vous savez, il a aussi trop peur des pertes humaines. Il a trop peur, vous savez, que la guerre s'étende, donc je pense qu'il se contente de limiter les dégâts. Et ça, c'est assez mauvais, non seulement pour Israël. Je pense que c'est mauvais pour les États-Unis. Et c'est franchement très mauvais pour Donald Trump. Si le monde ne le craint plus comme il l'a craint jusqu'à présent, alors, vous savez, ce n'est pas seulement après les élections de mi-mandat qu'il devient un canard boiteux. Je pense que c'est peut-être le moment où il devient un canard boiteux. Mais je pense que Trump est très conscient de l'image qu'il renvoie et cette image est très importante pour lui. Donc, si cela le fait paraître faible sur la scène internationale, on peut comprendre pourquoi il ferait marche arrière. Et je sais que les gens disent « mais c'est un accord ». D'accord, mais ces accords tombent à l'eau tout le temps. Et je suis presque sûre que cet accord tombera à l'eau, vous savez, dans un avenir pas si lointain. C'est évident que les Iraniens ne vont pas tenir parole sur quoi que ce soit. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas que je ne sais pas si c'est vraiment un si grand événement qu'on ait signé un bout de papier. On devra voir ce qui va se passer. Encore une fois, je veux voir les conditions. Et le fait qu'il ne l'ait pas publié, par contre, c'est un énorme point négatif pour l'administration. Ça a permis à toutes sortes de rumeurs de circuler en ligne. Plus ils tardent à nous révéler le contenu, plus la situation empire pour eux, car ces histoires sont difficiles à faire disparaître une fois lancées. Les gens imaginent toujours le pire et je ne peux pas leur en vouloir. Ouais, et je pense que l'hypothèse selon laquelle, vous savez, il serait prêt à repartir en guerre si l'Iran, vous savez, franchissait une ligne rouge, pour reprendre une expression de l'époque de Barack Obama. Je ne sais pas. Enfin, s'il était prêt à continuer la guerre, il aurait simplement dû continuer la guerre, à mon avis. Mais on peut passer à autre chose. Je voudrais prendre quelques instants pour parler de l'état de notre profession, le journalisme. Et je voudrais parler un peu de, vous savez, il y a eu beaucoup d'attention portée sur les changements de personnel à 60 minutes et à CBS depuis. Barry Weiss a repris, malgré de nombreuses critiques. Il montre comment des journalistes biaisés et libéraux, comme Scott Pelley, ignorent totalement leur propre parti pris. Mais je suppose que la question intéressante pour moi n'est pas de savoir ce que vous pensez de Scott Pelley, que, je crois, Dylan Byers a qualifié de Mère Teresa des hommes d'âge moyen maquillés qui lisent un prompteur. Mais pensez-vous qu'elle ait une chance de redresser cette chaîne ou CNN si cela tombe aussi sous son contrôle, vous savez, dans le cadre de fusion, pour la rendre moins orientée à gauche et plus accessible à l'ensemble du pays, sans pour autant devoir licencier tous ceux qui y travaillaient auparavant? Je ne comprends pas pourquoi on ne licencie pas tous ceux qui y travaillaient avant. Mais oui. Oui, je crois en Barry Weiss. Je pense qu'elle a fait un travail fantastique pour montrer au pays à quoi pourrait ressembler un nouveau média. Je suis abonnée à Free Press, je suis abonnée depuis le début, depuis que ça s'appelait, j'ai oublié le nom, mais ça avait un autre nom. Oui, c'est un site web fantastique. C'est du journalisme bien fait et bien écrit auquel les gens s'abonnent. Un modèle d'abonnement semblait extravagant et irréaliste, mais elle l'a rendu possible. Eh bien, maintenant, vous avez une chaîne de télévision qu'on capte sur n'importe quelle télé et elle peut faire beaucoup avec ça. Aura-t-elle l'opportunité? C'est la seule question. Est-ce que les grands patrons de CBS lui donneront carte blanche? Ils devraient. Ils n'ont rien à perdre. Cela fait si longtemps que c'est une spirale descendante pour l'industrie. S'il y a quelqu'un pour relancer tout ça, c'est Barry Weiss. Oui, je suis d'accord, c'est une entrepreneuse de génie. Et la question est, pourquoi personne qui a travaillé n'a réussi?
Dans l'un de ces réseaux, sais-tu pourquoi aucun responsable n'a tiré la même conclusion que Roger Ailes et Rupert Murdoch avec Fox News il y a 30 ans, selon la célèbre phrase de Charles Krauthammer? Tu sais où ils ont trouvé un créneau du marché délaissé composé de la moitié du peuple américain? Exactement, exactement. CBS pourrait faire la même chose si elle le voulait. Oui. Tu sais, je dirais que ces dernières années, tout ce que les conservateurs cherchaient, c'était simplement de ne pas être ouvertement détestés. Je ne pense même pas qu'ils cherchaient forcément des programmes conservateurs. Je pense que c'est ce que Barry essaye de faire sur CBS, faire en sorte que tu n'aies pas besoin d'être de gauche pour regarder cette émission. Ça ne va pas t'offenser. Ça ne va pas être offensant pour ton camp. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il n'est pas encore clair si la culture de ces, vous savez, sortes de médias d'entreprise est si enracinée. C'est comme si c'était si important qu'elle a renvoyé quelques producteurs. Vous savez qui se soucie de qui étaient les producteurs à 60 Minutes? Et c'est vrai. Vous savez, alors qui se soucie de Scott Pelley comme s'il était, vous savez, c'est une émission qui est devenue un succès parce qu'elle passait après la NFL. C'est vrai? C'est vrai. C'était le seul moment où on la regardait. C'est vrai. Oui. Et quelles sont les audiences quand, vous savez, ce n'est pas l'automne? Donc, vous savez, on se demande pourquoi c'est si difficile, mais ça l'est vraiment. Parce que les personnes qui possèdent cela, vous savez, font partie des élites diplômées. C'est là que, vous savez, on revient à ce dont nous avons parlé au début, vous savez, comme à quel point il est difficile pour les libéraux d'aller à l'encontre de la culture dans laquelle ils vivent. Oui, regardez la réaction à Stephen Colbert. Son émission a perdu des millions de dollars par an, très peu de gens la regardaient, il est devenu totalement dépourvu d'humour, extrêmement politique, très en colère. Et pourtant, son licenciement a été perçu comme une sorte de violation du premier amendement. Je pense que la gauche fait un très bon travail pour faire passer ce genre de message. Et c'est ce qui se passe avec Scott Pelley, c'est ce qui se passe avec toute l'affaire Barry Weiss. Vous savez, à la tête de CBS News, les gens qui veulent qu'elle échoue ont trouvé un moyen de raconter des histoires qui donnent l'impression qu'elle échoue. Voyons ce qui va se passer à ce sujet, mais encore une fois, je ne souhaiterais pas l'échec de Barry. Oui, je ne parierai pas contre elle non plus, on verra. Je ne voulais pas t'inviter sans te poser de questions sur une chronique que tu écris chaque année à cette période, marquant l'anniversaire de la pandémie de COVID et la trahison des Américains ordinaires par les élites libérales, l'establishment médical et le gouvernement. La plupart des autres ont fait disparaître tout ce qui s'est passé en 2020 et l'année suivante en ce qui concerne les confinements et toutes les autres choses sur lesquelles les élites nous ont menti, dans le trou de mémoire orwellien. Mais tu es déterminé à ne pas laisser cela arriver. Oui. Notre société a-t-elle vraiment retenu des leçons de ce fiasco? Et pourquoi n'y a-t-il pas encore plus de gens indignés à ce sujet? Je fais aussi un podcast appelé Normally avec Mary Catherine Ham où nous avons une rubrique toujours en colère, mec, sur ce qui nous énerve encore. Et le COVID, c'est celui qui nous met le plus souvent encore en colère, mec. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Et mes enfants s'en sont très bien sortis. Je les ai emmenés vivre en Floride. Ils ont fréquenté l'école même quand elles étaient refermées à New York. Vous avez évoqué J.D. Vance et de la façon de parler à la classe ouvrière américaine. Pour ma part, je viens d'un quartier pauvre de Brooklyn. J'ai grandi dans un endroit qui était dangereux et, vous savez, pas génial. Et j'y avais beaucoup d'amis et j'en ai encore. Et j'ai vu ce qui arrivait aux enfants que leurs parents ne pouvaient pas emmener en Floride et qui ne pouvaient pas bénéficier des services dont ils avaient besoin. Et je n'arriverai jamais à pardonner ni à oublier. Et je pense qu'on doit garder ça en tête parce qu'il pourrait recommencer à tout moment. Le hantavirus a frappé, vous savez, il y a quelques mois. Et bien sûr, la première chose, c'est de ne rien croire de ce qu'ils disent. Il ne faut pas laisser ça devenir un autre COVID parce que ça pourrait arriver très facilement. Et c'est malheureux que ce manque de confiance, cette perte de confiance soit arrivée pendant le COVID parce que je pense que ça va avoir pas mal de répercussions négatives. Mais j'ai besoin que les gens se souviennent de ce qu'ils ont fait et que ce n'est pas le COVID qui a fermé les écoles. Ce sont des personnes, ce sont les syndicats qui ont fermé les écoles. C'est la réaction au COVID. Ce n'était pas le virus. Quoi qu'il en soit, ce sont devenus les guerres des libéraux que je vois en ce moment. Peu importe ce que c'est devenu exactement. C'était simplement la ligne qu'il fallait tenir. J'ai besoin que les gens s'en souviennent et moi, je ne l'oublierai jamais.
Personne ne devrait l'oublier. Pourtant, la plupart n'en parlent tout simplement pas. Du tout. Je veux dire, vous savez, nous sommes, vous savez, des démocrates. Ils ont essentiellement voulu faire du 6 janvier, vous savez, un autre jour férié national. Ils ne veulent jamais oublier ça. C'est leur chiffon rouge, comme pendant la guerre de sécession. Mais nous devrions tous brandir la chemise ensanglantée à propos de ce qui s'est passé avec le COVID. Vous savez, les enfants vont porter ça avec eux pour toujours, comme les enfants de la Grande Dépression ont porté leur traumatisme avec eux pendant les 80 années suivantes. Ils vont faire ça. Et il y a encore des gens qui se promènent avec des masques. Oui, ce qui est la preuve la plus évidente de, vous savez, ce genre de panique morale de masse. La solution au délire collectif? N'est-ce pas? C'est juste infiltré dans notre culture. Et vous savez, c'est devenu une sorte de superstition, mais les gens y croient encore. Oui, en fait, je l'ai souvent appelé une superstition pendant les années COVID parce que je disais, écoutez, vous pouvez porter un masque, je touche du bois, je crache par-dessus mon épaule, faites ce que vous voulez, mais n'obligez pas tout le monde à le faire. Je ne vous oblige pas à toucher du bois quand vous craignez qu'une chose n'arrive pas. Gardons nos superstitions pour nous. Ouais, c'est fou, mais ça persiste. Et Dieu nous en préserve s'il y a une autre, vous savez, sorte d'urgence sanitaire. Nous allons devoir mener les mêmes combats, mais je ne pense pas. Je pense que beaucoup de gens ne suivront pas. Bref, dernière question pour toi, et le 4 juillet approche à grands pas. Et la question que je me pose à propos du 250e anniversaire de l'Amérique, c'est pourquoi ce sesquicentenaire n'est-il pas célébré de manière plus bipartisane? Le problème, c'est juste l'égocentrisme de Trump et son goût discutable pour les arches et d'autres choses à Washington. Ou est-ce le manque d'enthousiasme à ce sujet? Vous savez, je suis assez âgé pour me souvenir du bicentenaire qui était très différent. Vous êtes un peu plus jeune que moi. Vous ne vous en souvenez pas. Mais, vous savez, est-ce que le manque d'enthousiasme à ce sujet est davantage le résultat de l'absorption de la gauche politique dans des idéologies toxiques comme la théorie critique de la race et le colonialisme de peuplement, qui, en plus de servir de blanc-seing à l'antisémitisme, ont au cœur une profonde haine de l'Amérique et la conviction qu'elle n'est pas bonne et qu'il faudrait la démolir plutôt que l'applaudir? Est-ce vraiment ce qui se passe? Oui, c'est la deuxième option. Écoutez, ils vont en rejeter la faute sur Trump, mais ce n'est pas à propos de Trump. Peu importe quel président républicain nous aurions en ce moment, ou même si nous avions un démocrate. J'ai oublié son nom, mais la membre du comité éditorial du New York Times qui a dit que les drapeaux américains à Long Island, et c'était pendant l'administration Biden, l'avait horrifié. Ce n'est pas à propos de Trump. C'est parce que nous avons le plus grand pays qui ait jamais existé et qu'une grande partie de la population ne l'apprécie pas. Et je vais te le redire, tout cela revient à l'éducation des enfants. Est-ce que tes enfants savent qu'ils sont les personnes les plus chanceuses qui aient jamais vécu parce qu'ils ont la chance de vivre dans ce pays? Si la réponse est non, rentre chez toi et apprends-le à tes enfants, car c'est vrai et ils le sont. Tu sais, en juillet, je célèbre aussi mon Americaversaire, le jour où ma mère et moi sommes arrivés en Amérique, le 20 juillet chaque année. J'écris un texte à ce sujet. Il n'y a pas un jour où je ne me sens pas chanceuse et bénie et où je ne pense pas au fait que ma vie aurait pu être tellement différente que j'aurais pu grandir en Union soviétique. Et pourtant, je ne vis pas seulement en Amérique, je vis dans l'État le plus libre. J'ai 3 enfants qui sont, super libres et incroyables. Et je pense que c'est normal d'être un peu kitsch à ce sujet. Et je vais vraiment tout donner pour le 4 juillet. Si tu es avec moi pour, le 250e, je vais être patriotique, complètement kitsch. Et je me fiche de qui le voit. Rouge, blanc et bleu. Ouais, j'ai fabriqué des t-shirts. Je suis prête. Tant mieux pour toi, c'est un point important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas laisser passer parce que, le patriotisme est peut-être démodé, surtout parmi, l'élite diplômée et la culture libérale. Ouais, mais nous devrions, que nous soyons venus dans ce pays ou que nous y soyons nés, nos libertés, qui sont vraiment en danger à cause de la façon dont notre culture politique évolue, doivent être défendus. Et je pense que la ligne de fracture dans ce pays, là où je la vois, c'est là où les gens sont ouvertement patriotes.
Et tu sais, là où ils chantent l'hymne national lors des matchs et comment ils réagissent, tu sais, aux démonstrations ouvertes de patriotisme. Et tu sais, on ne devrait pas avoir honte de s'y adonner. Absolument. Tu peux repérer ma maison grâce au drapeau américain à l'extérieur. D'accord, très bien. Merci Carole de nous avoir rejoints. Où nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils suivre votre travail? Je suis sur X sous le nom de Carole, tout simplement Carole Markovits. J'écris régulièrement des chroniques pour le New York Post et Fox News. Et j'ai 2 podcasts, le Carole Markovits Show et Normally. Vous pouvez les télécharger partout où vous trouvez vos podcasts. Super. Nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin, que vous pouvez retrouver partout où vous écoutez vos podcasts. Que vous nous écoutiez sur ces plateformes ou nous regardiez en direct sur Facebook, X ou YouTube JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Veuillez nous écrire à l'adresse thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. On se retrouve la semaine prochaine.